fait une marque verte là. Ah. Ici, ça va pas mieux. C'était infecté à l'intérieur et il y a du pus, on dit en français, un liquide jaune un peu ouvert. Qui se forme avec les infections. Voilà, et du coup, il faut percer à un endroit, essayer de trouver. On voit que ça vient jusqu'ici. Là. Et là, c'est sorti un peu. Des fois, il faut faire saigner un peu. Pas d'ouillette. De quoi? Elle a même pas senti la piqûre. Ah. Ça va peut-être la gêner après quand elle va se lever. Voilà. Là tu l'as senti un peu. Allez. Et je mets une marque rouge pour me rappeler que je t'ai piqué. Faut organiser toutes les couleurs que tu as. Ouais. Le bleu, c'est plus pour quand elles ont... Il y a une maladie qui les rend aveugles. Ah. Alors, Ah oui, j'en avais vu tout à l'heure. Une qui avait un œil blanc. Blanc, ouais. Ouais. Et en général, normalement, elle a une vieille trace bleue sur la corne parce que j'avais dû lui mettre du... On met de ça aussi dans l'œil. D'accord. C'est le rythme des brebis, donc je me lève avant le soleil, je prends un petit déjeuner et je vais voir les brebis pour le lever du soleil. J'espère arriver avant qu'elles soient levées, donc elles sont encore couchées et là je les réveille doucement, je les mets dans un parc, un petit parc où elles sont un peu serrées pour pouvoir aller voir qu'elles puissent marcher doucement. Je regarde s'il y en a qui boitent. S'il y en a qui ont mal aux yeux, qui ont des blessures ou qui toussent, et je soigne celles que je peux soigner. Donc le matin c'est ça. Donc en ce moment là on est début septembre, donc vers 7h30, 8h je soigne les brebis. Et ensuite ça dure à peu près 1 heure. Ensuite je les lâche et je choisis une direction pour qu'elles aillent passer leur journée. Et voilà le début de la journée. Ensuite, elles prennent un parcours. J'essaie de leur donner un parcours où il y a de l'eau qui passe, comme ça elles peuvent boire. Michou, poussa, poussa! Allez, poussa, poussa! Comme aujourd'hui par exemple il fait soleil, elles vont manger jusqu'à à peu près pendant 3 heures le matin, on va dire de
de 9h à midi. Et après, elles vont faire la sieste. Quand il fait chaud comme ça, elles se mettent à l'ombre les unes sous les autres pendant à peu près 4 heures. Et moi, j'en profite pour faire la sieste aussi. Vraiment. Moi, pourquoi je suis devenu berger c'est comme beaucoup qui ont envie de devenir berger ou qui sont bergers. Ça n'arrive pas à tout le monde, c'est sûr, mais moi, depuis tout petit, ça me trotte dans la tête. Et après, bon, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Mais un jour, par hasard, j'habite dans la vallée, moi, à côté d'Argelès-Gazost. Et j'ai un ami qui habite pas loin d'ici, d'Estaing. Je passais le voir et il m'a demandé si je voulais pas faire le berger. Et donc ça a commencé comme ça. Pendant une saison, j'ai fait ça. Et j'ai dit ça m'a plu, je pourrais revenir l'année prochaine. Et ils m'ont dit oui. Alors en même temps, j'ai trouvé à côté une formation de berger. Et ça, c'était il y a 12 ans. Et depuis, je fais le berger tout l'été. Et j'ai fait 2 saisons aussi d'hiver dans les Alpes. Dans les Alpes de Haute-Provence, dans le sud, où les brebis peuvent rester dehors tout l'hiver. Alors moi, je suis berger salarié, ça veut dire que je suis embauché maintenant ici pour l'été, pour du 30 mai cette année jusqu'à ce qu'il y ait la neige ou beaucoup de froid, à peu près jusqu'à fin septembre. Et donc moi je suis embauché par l'association Mendia, un groupement d'éleveurs, ça s'appelle, et ils sont 4 éleveurs différents. Donc en tout, il y a à peu près, sur les 4 éleveurs, il y a à peu près 900 brebis. Et ils amènent les brebis en camion jusqu'au village d'en bas. Et les brebis après montent jusque sur le lieu de l'estive. Donc il y a à peu près 1000 mètres de dénivelé jusqu'à la cabane. Donc la montagne sur laquelle on est, elle fait à peu près 1500 hectares. Et c'est une montagne qui est gérée par la communauté de communes de la Batte de Bain. C'est un ensemble de petits villages qui a en bas de la vallée. Donc moi je m'occupe plutôt des brebis qui sont taries, qui font pas de lait et qui sont sur la cabane du dessus. Je retourne les voir, j'essaye d'arriver avant qu'elles finissent de faire la sieste. Comme ça, les premières se réveillent. Et là, je continue à leur donner le chemin que j'ai envie qu'elles prennent. Commence à faire nuit, là un peu avant, vers 8h, je les ramène à l'endroit où elles dorment. Aujourd'hui par exemple, elles vont aller dans un parc qui a 3/4 d'heure de marche, donc je vais les enfermer dans le parc vers 7h30, 8h, et comme ça le temps que je revienne à la cabane, il commence à faire nuit. Bat, Pichou, bat.
Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va ma petite Quintoa? Allez. Oh, ça dort encore, hein, mais bon, on a du travail ce matin. On va sortir. Eh oui, tu viens Catherine? Allez, viens ma fifi. Allez, on se lève. Bon, si c'est pas ça, ah, quand même. Et puis il faut t'étirer. Allez, viens. Viens. Allez. On y va. Allez, Bouclette. T'es bon, toi, t'es déjà dehors. Allez, viens, attends. Allez, je passe derrière. Sors de là. Allez, sors. Allez, on monte. Allez. Allez, par là. Allez. C'est parti. Voilà. Allez, Bouclette. C'est bien. Ah ben il est déjà ouvert, donc c'est bon. Allez, on y va. Allez, passe là. Passe. Allez, passe. Voilà. Non, passe coquette. Allez, oui. Et après, elles choisissent l'endroit qu'elles ont envie de manger au départ, donc comme ça. Et j'en attache avec des nœuds sécurisés pour pas qu'elles se pendent. Surtout, c'est le problème des chèvres. Pour la matinée, voilà. Je vais l'attacher là et puis elle va se débrouiller. Ouh là là. Allez, c'est bon. Donc les ronds, c'est vraiment le repas préféré des chèvres, on va dire, les sous-bois. Allez, à tout à l'heure. Et tu vois, la petite, elle apprend à écorcer les branches là. Mais dans le soleil, elle est belle. C'est coquette. Et l'autre, Quintoa. Donc toutes les chèvres, elles ont des prénoms qui viennent parce que ça vient comme ça par rapport à leur physionomie ou leur caractère. Elles comprennent, les petites c'est encore un peu juste, mais les grandes elles connaissent leur prénom. Ouais. Bon allez, on y va parce qu'on a du boulot là. Je pense
pense que j'ai déjà, depuis toute petite, aimé la laine. Par exemple, quand il y avait des barrières d'animaux à la campagne, parce que moi, même si j'ai vécu un peu en ville au départ, je suis vraiment de la campagne dans mes aspirations. Et du coup, sur les barrières, il y a déjà les crins de chevaux, les brins de laine des brebis que je prenais, et puis je tenais dans mes doigts comme ça. Tout ce qui était doux, il fallait que je touche et tout. Donc je pense que ça vient bien de là. Moi, je me suis formée donc 2018 et déjà même en 2018, on parlait pas de la réascension encore de la filière laine ici en France. Il y a pourtant des gens, une association qui a Atelier Laine d'Europe qui a lutté pendant des années pour sauvegarder cette filière. Et donc, moi, dans mon petit coin, je me suis dit, je serai la petite graine qui va essayer de relancer un peu cette filière laine, au moins à mon niveau, en faisant déjà des choses par moi-même et en sensibilisant et en formant les gens que je vais connaître dans mon métier. Non, ça se mange pas, ça. Attends, lâche. C'est bon, c'est vraiment le jus, la fin, elle est pas sale, tu vois, d'habitude, elle peut être très noire. Et là, on voit l'eau qui s'écoule de très près. Quand j'ai dit aux ondeurs, je viens vous prendre la laine, ils font pas des grands yeux, mais en fait eux ils la brûlent, ça vaut même pas le coup de la ramasser. Donc moi j'ai choisi de leur payer 1 euro du kilo trié par rapport au prix de la tonte de la brebis, ça leur rembourse pas les frais. Mais il faut bien commencer. Moi aussi j'ai pas du tout de finances, donc voilà, c'est pour démarrer le procédé et pour relancer la filière laine. On est parti avec Gilou. On va prendre cette piste-là et il y a du monde partout. Déjà, moi, pour moi, c'est la nature, déjà. D'être déjà un endroit où et là, regarde, il y a le... pas touché par l'homme, pas de lumière, pas de route. Ça, pour moi, c'est du luxe, du grand luxe, c'est un privilège. Et après, les brebis, j'étais plus attiré à vivre à la montagne. Après, les brebis, au début, je les connaissais pas ou très peu, quoi. J'avais jamais vraiment travaillé avec. J'ai appris à les connaître, ça m'a plu parce que je les appelle les maîtres. Mais c'est Tom et Jerry, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Et puis quand même, je pense que c'est celles qui m'ont permis de pouvoir vivre comme ça pendant 4 mois à la montagne, tu vois. C'est vrai que je serais pas trop attiré à faire de la randonnée. Tu vois, même partir 3-4 jours. À la limite, faire une traversée, un voyage à pied, ça me plaît. Mais aller faire une rando, je le vois pas pareil, quoi. Tu vois que vivre à la montagne, c'est autre chose. Tu vis là le soir, le matin, et ça, c'est... Ouais. Mais donc t'es pas le genre de personne qui a des problèmes avec la solitude non plus, c'est un truc... Non, au contraire, ouais, j'en ai besoin, ouais. D'accord. Ouais, j'ai toujours bien aimé ce moment où tu te retrouves seul et... Ouais. Après moi personnellement, j'ai pas beaucoup travaillé dans les fermes parce que j'aimais pas ça. J'ai pas pu y échapper, tu vois, par moment, mais après moi travailler dans les fermes, ça me disait rien, quoi. Déjà t'es toujours avec du monde et puis ça s'arrête jamais dans une ferme, quoi. T'as toujours du boulot de fou, au moins dehors. Et ça, c'est vrai que j'ai vu plein d'éleveurs qui aimaient pas ça. Les bergers qui passaient leur journée comme ça à regarder manger les moutons. C'est une différence qu'il y a entre berger et éleveur berger. Parce que tu as des éleveurs qui sont aussi bergers. Enfin, normalement, dans le métier d'éleveur, tu as le métier de berger. Et après, tu peux être spécifique berger, quoi. C'était quand le premier été que tu as passé en estive? Et c'était comment? Oh, le premier, c'était particulier, oui, parce que c'était... moi, je revenais quand même un peu de loin, on va dire, je sais pas comment dire.
parce que j'étais pas en phase dans le système. Je supportais pas trop l'injustice. J'ai un peu des problèmes avec l'autorité aussi, on va dire ça comme ça. L'autorité injuste, quoi. L'autorité, c'est pas qu'elle me dérange, si c'est juste, mais moi j'étais assez réfractaire quand même. Et c'est pour ça que je remercie les brebis, parce que, si tu veux, il y a un échange, c'est un échange avec les brebis. Tu t'en occupes et en fait, les éleveurs qui connaissent bien leurs brebis, ils te demandent pas comment tu vas, ils regardent le troupeau. Et selon comment toi tu es aussi avec ton troupeau, ils vont tout de suite voir comment ça va. Parce que c'est vrai que des fois tu es seul et tu cumules, tu vois, beaucoup de choses et quand quelqu'un arrive, tu te lâches, tu vois. T'es en colère après les éleveurs, tu vois, tu trouves que c'est pas bien parce qu'ils t'ont foutu une bête comme ça, qui arrive pas à suivre le troupeau, tu te fais chier. J'ai eu plein d'agnelages aussi, tu vois, que normalement on doit pas avoir d'agnelage à la montagne. J'en ai eu, mais j'ai eu des montagnes, j'ai eu jusqu'à 60 agneaux qui naissaient. Ça, c'est la première montagne que j'ai fait dans les Hautes-Alpes. Là, j'ai été servi. Pas prévu au programme. Non, pas du tout, quoi. Et là, pareil, tu vois, ouais, j'ai craqué. Vraiment, il y a un jour, j'avais des agneaux dans le sac, j'en avais 3 là, je devais marcher, ramener le troupeau. Non, je devenais fou, j'en ai vu se faire bouffer par les corbeaux aussi. Ouais. Et le matin, je me rappelle, j'en ai jeté un matin, ils sont arrivés, il y en avait un, il était gelé dans la nuit. C'était un bout de bois l'agneau, je l'ai balancé à l'éleveur. Je suis monté comme ça, je voyais cette brebis qui restait là, elle était à côté de son agneau, l'agneau c'était un bout de bois, gelé. C'était au mois d'octobre, il avait fait je sais pas combien, ça avait caillé cette année-là. Donc ça, tu vois, ça a été des trucs assez durs en tant que berger. Et après, t'es pas éleveur, donc c'est pas tes brebis, donc tu dois faire avec les brebis des autres, quoi. Moi, j'ai choisi comme je suis dans une vallée où il y a des éleveurs, des bergers et qu'on ne travaille pas la laine ici rustique, dans les Pyrénées. Du coup, j'ai choisi de la récolter au moment de la tonte et de la trier, donc pendant qu'ils sont en train de tondre. Et ensuite, de la trier, de la laver. Comme il y a du soleil, on en profite. Et ensuite de la récolter dans des sacs pour pouvoir ensuite la transformer suivant la qualité de la laine. Bon, c'est humide aujourd'hui, mais ça va sécher quand même. Puis on va la retourner tout à l'heure. Voilà, je t'ai trouvé du lézard dans une toison par exemple. Donc ça, c'est l'endroit qui a été un peu décoloré au soleil. Et si on le retourne, on voit bien mieux les poils de jarre. Ça peut être ça. Donc le poil de jarre, ça va être ça. Ça va être les petits comme ça blancs. Voilà ici qu'on voit. Et ça donc, dans le filage, c'est embêtant parce que quand on tord la fibre, ils s'accrochent et ils deviennent drus. Et du coup, c'est ça qui peut piquer. Donc il y a vraiment une sélection de la laine à faire à la base. Et il y a aussi la longueur de la fibre. Donc voilà, là, elle est assez longue, c'est bien. Il ne faut pas qu'elle soit cassante. Voilà, donc ça, c'est vraiment le tri. Et le tri, c'est vraiment, on va dire, ce qu'il faut à la base, comme on dit, il ne faut pas oublier la base. La base, c'est une bonne alimentation des brebis, qu'elles ne souffrent pas pour avoir une belle toison, pour qu'elles ne soient pas jaunes. Et après, une bonne qualité de la laine, donc pour trier avec des béliers. Donc on est en train de reméréniser, on va dire, les troupeaux français. Et dans les Pyrénées aussi, ça commence pour avoir une laine de meilleure qualité, qu'on puisse utiliser plus pour, on va dire, l'habillement, que pour, on va dire, parce que la laine, le départ, ça peut être traité, la laine grossière peut être plus pour le rembourrage. Après, si elle est de très bonne qualité, sans jarre, très fine, on pourra la filer. Et donc, c'est vraiment intéressant de retrouver cette qualité de laine. Paz, brother de la laigo.
par 61 et en fait je suis à 43 par 62 déjà réel avant mouillage, avant eau. Voilà. Allez. Parce que là j'ai de l'eau à mettre, hein. Je vais en avoir plein donc... Voilà. Après. Just un mantel negre de flus, just un mantel negre de flus, just un mantel negre de flus, just un mantel negre de flus. Un car se escapă de pe tabuco, un car se escapă de pe tabuco, un car se escapă de pe tabuco, un car se escapă de pe tabuco. Chava, e calumati te torna a atrapar, te masa masata escravos, e calumati te torna a atrapar, te masa masata escravos, plenos de lache de fulíos, 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 te dividos per il moment, te dividos per il moment, te dividos per il moment, te dividos per il moment. Tu su mai largo amoroso, tu su mai largo amoroso, tu su mai largo amoroso, tu su mai largo amoroso. Ici, alors il y a un lot, il y a toutes les jeunes et toutes les brebis qui n'ont pas fait d'agneau durant l'année, qui n'ont pas de lait. Donc il y a un lot de 100 brebis qui montent ici au 15 juin. Et après, il reste à peu près 180 brebis à la cabane. Celles-là, elles font du lait. Donc ici, je monte une fois par semaine, les voir, les 100 qui restent là. Et après, je suis tout le temps à la cabane, tous les jours, matin et soir, pour traire. Le matin, je traite, le soir, je traite, le matin, je fais le fromage, et après, je pars avec les brebis la journée. Là, il y a une ancienne cabane de berger qui est un peu vieille. 25 ans en arrière, on vivait dans ça, avec un sac de couchage, une couverture, un petit réchaud. Ils gravent leur nom et les années. Donc, tu vois, moi, j'avais vu à Soussouet, là-bas, il y avait marqué Osso, le 28 avril, je sais plus trop quoi. Et c'était 1800 et quelques. Putain, donc tu vois, ça date de vieux. Hein. Mais bon, c'est sûr que maintenant c'est beaucoup plus confortable. Mais après, c'est normal pour que le métier soit attractif. Donc les outils les plus importants pour un berger, c'est... Les jumelles, la gourde, le couteau. Et après, les trucs pour soigner les brebis. Les bombes désinfectantes, les pinces à épiler, les sécateurs pour les ongles. Et un peu d'antibiotiques au cas où. Et voilà, et le kawaii. Ah ouais. Et le courage. Parce que quand ça pète dehors, c'est bien beau quand il fait beau, mais quand il pleut, c'est pareil, tu es dehors. Hein. La noite tus case, enguli sum
feutrer en posant des étages de laine d'une certaine façon, en tuilage, pour obtenir déjà notre modèle. Et après, secondairement, on va utiliser de l'eau et du savon avec de l'eau tiède voire chaude pour pouvoir imbiber la laine et qu'elle puisse lier. Et ensuite, on va la rouler et ensuite la foulonner pour avoir l'objet qui va devenir consistant et résistant du coup. Et du coup, on va le finir jusqu'à temps que l'objet soit terminé. Donc ça demande vraiment un certain temps. Donc c'est un travail assez qui demande pas mal d'énergie et il faut savoir aussi garder sa forme physiquement. Voilà. De toute façon, il y en a d'autres. Alors, comme c'était roulé là-bas, on fait ça. Bon, on l'a fait dans ce sens-là, donc on va le reprendre dans l'autre. Voilà. Est-ce qu'on voit que le savon sort? Pas trop. Elle a le pied plein d'asticots, celle-là. On va voir comment elle marche. Voilà, elle a le pied détruit. Hein. Elle n'a plus d'onglons, elle n'a plus... Ah ouais, elle n'a plus rien. Donc ça, c'est un insecticide. Complètement pourri. Ouais, complètement bouffé par les asticots, celle-là. C'est pas d'aujourd'hui. Tu vois, il y en a presque même plus d'asticots. Tellement qu'ils ont tout bouffé, ils sont partis, ils sont à l'os. Et son patron, il est parti, il est rentré. Dans le suivi d'un troupeau, il y a la gestion de l'herbe, c'est sûr, mais il y a aussi les soins, quoi, qui sont les plus durs. Et je pense que les éleveurs, ce qu'ils attendent le plus du berger, c'est qu'il soit sérieux sur les soins, quoi. Tu vois, la conduite aussi, c'est important, mais les soins, c'est vital, quoi. Puis bon, tu laisses pas des bêtes souffrir aussi, quoi. Puis moi, ça m'est arrivé de tuer des bêtes parce que c'était trop tard. Trop d'asticots, et donc tu les achèves et elles ne souffrent plus. Un petit morceau de gambarde, une prière et tu es ouverte. Tu vois, sur 1000 brebis, tu en perdras 20, tu peux en perdre plus, tu vois. Après, il peut y avoir des années à 10 et puis des années à 30. Facteurs climatiques, maladies, chute de pierre. J'ai rencontré des éleveurs, 2, qui n'avaient pas de pharmacie. Dès qu'il y avait une bête malade, tu l'as marqué, tu es ouverte. Il n'y avait que des bêtes qui n'avaient pas de problème. Et je ne soignais pas de bêtes. Tout ce qui avait un problème, ça partait. Alors, je m'appelle Didier Hervé, je suis directeur de l'Institution patrimoniale du Haut-Béarn. L'Institution patrimoniale du Haut-Béarn est un établissement public français, une collectivité territoriale qui gère ensemble leur territoire dans les domaines du pastoralisme, de la forêt, de l'eau et de l'environnement. Mais on met en cohérence les choses que nous faisons ensemble. Voilà, et tout ça est très concerté. Voilà, donc il y a une instance politique
qu'on appelle le syndicat mixte, où ce sont les élus qui décident. Et il y a une instance de concertation où il y a une 50aine de partenaires, bien entendu des élus, mais aussi des administrations de l'État, du parc national et autres. Et puis le reste des bergers, des forestiers, des chasseurs, des associations de protection de la nature, des pêcheurs, des accompagnateurs en montagne, des acteurs du tourisme, des acteurs de l'eau, etc. Le but est de faire que nous gérions notre territoire ensemble, avec des projets que nous montons ensemble et pour lesquels tout le monde se met d'accord. Parce que dans ces domaines du pastoralisme, de la forêt, de l'eau et de l'environnement, il y a parfois des tensions ou des contradictions dans ce qui peut se faire. Donc pour éviter que les gens se disputent, qu'il y ait des tensions entre les acteurs du territoire, nous préférons les faire discuter avant le projet, avant que le projet ne démarre, de manière à ce qu'on prévoit toutes les situations et qu'on gère les enjeux. Depuis maintenant une trentaine d'années, on a fait à peu près 76 cabanes neuves, près de 80 ateliers de fabrication fromagère aux normes européennes. On a fait des pistes, on a fait des adductions d'eau, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un pastoralisme qui s'est rajeuni. Par rapport aux années 90, on doit avoir une moyenne d'âge des bergers qui est passée de 60 ans à un peu moins de 50 ans. On a désormais des bergers qui ne sont plus des célibataires condamnés à la rester. On a des bergers qui sont mariés, qui ont des familles, qui travaillent en famille. Donc, ce qui fait que ça a redonné de la noblesse à ce métier, de la dignité à nos bergers, qui aujourd'hui se sentent un peu mieux considérés. Le berger, ça existe depuis la nuit des temps. Depuis que les hommes ont commencé à élever 4 vaches, 2 brebis et qui se sont sédentarisés, qui ont arrêté d'être des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs au niveau de la préhistorie, et bien, depuis cette époque-là, les bergers existent parce que depuis là, si tu veux, ils ont compris qu'il faut suivre l'herbe, quoi. Quand elle monte en altitude, voilà. Alors nos exploitations agricoles de montagne sont des toutes petites exploitations. Donc vous imaginez bien que avoir un troupeau et seulement 7 hectares de terrain, c'est quand même un problème. C'est pour ça qu'il faut absolument que les bergers puissent avoir l'estive. Donc l'estive est le prolongement de l'exploitation agricole, ce qui va permettre de libérer les terrains du bas pour faire les ressources. Alors l'estive, c'est quelque chose de traditionnel, enfin on va dire traditionnel, mais ça c'est un mot un peu fourre-tout, mais c'est important en fait pour plein de monde, pour avoir à libérer les prairies, tout ça. Enfin on a tous, qu'on soit en bio ou pas en bio, on a tous aussi des problématiques de taille d'exploitation, de suffisance, de capacité fourragère, de tout ça. Donc il nécessite d'aller en montagne. Sur le papier, administrativement, une estive est estimée bio. Que ce soit bio ou pas bio, en fait, elle est sur le papier, c'est estimé bio, parce qu'en fait, vu qu'elle appartient à personne et à tout le monde en même temps, personne ne peut vraiment avoir une action à part mettre les animaux pour qu'ils mangent de l'herbe, mais cette herbe, elle est entre guillemets elle arrive toute seule, quoi. C'est le cycle naturel des choses qui fait qu'il y a de l'herbe plus ou moins en quantité en fonction de l'année, s'il y a une bonne météo, pas une bonne météo. Donc en fait, le bio s'inscrit totalement dans la logique de la transhumance, et même si on partage la montagne avec d'autres éleveurs qui sont pas bio, c'est comme si on partageait, enfin je veux dire, on partage finalement cet endroit. Nous on a nos 25 hectares, mais le voisin il a ses 25 ou ses 40 hectares, on partage finalement le même endroit, que ça soit ici cartographié avec chacun son coin, ou là-bas où finalement on peut être mélangé, mais c'est à peu près la même logique, quoi, finalement. Et là, tu vois, c'est en train de se boucher, là. Là, les animaux, ils n'ont plus rien à manger, là. Ils vont trouver très peu de choses, là. C'est pour ça que c'est important de brûler les montagnes, c'est maîtrisé. On connaît les techniques, le vent, les pentes, les expositions. C'est très encadré avec les pompiers, la préfecture. Et c'est un bienfait fou pour la montagne, quoi. Mais bon, là c'est pareil, tu vois, c'est des coins où il faudrait que cet automne, ce printemps, on mette le feu. Dans des coins comme ça. Mais là, on est encore en zone parc, donc c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des dossiers à déposer. D'accord. Et on voit bien la différence, quoi.
L'écobuage plus une bonne conduite de troupeaux sur des estives pour rouvrir les milieux, ça te permet d'avoir des montagnes bien vertes, bien jolies quoi. Où tu peux marcher, les randonneurs peuvent marcher aisément, pas comme ça, plein de friches, tu vois, c'est voilà, ça, le fait, voilà, le bétail, l'écobuage, ça entretient les montagnes quoi. Ça évite déjà les risques d'incendie, ça évite d'avoir des territoires complètement fermés, où le jour où il y a un incendie, c'est plus accessible. Donc c'est pour ça que le pastoralisme, suite à la transhumance, le pastoralisme est très important pour entretenir les montagnes. On est des paysagers quoi, de la montagne. On peut pas dire, c'est un impact quoi. Ça érode et ça pollue l'eau. C'est évident. Moi j'ai vu des vaches qui allaient pisser dans des sources et des lacs tous les jours. Ouais, j'ai toujours eu un petit peu ce truc. En plus, tu vois, à l'époque on baignait les brebis, on balançait le produit. Ça maintenant ils ont mis l'eau là. Parce qu'avant on avait des baignoires et on vidait. Voilà, tous les bains antiparasitaires, ça partait. Donc ça, je pense, c'est fini. Et pas laisser de ficelles, mettre le moins de produits possible aussi aux bêtes. Alors, il y a souvent des préoccupations dans notre société moderne, dans tous les pays de France, c'est la préoccupation environnementale. Le lien environnemental entre l'activité agropastorale et la qualité de l'environnement est très direct. Nous avons de très nombreuses brebis, 80 000 brebis qui montent en estive, on a à peu près 20 000 vaches, 3 500 juments, 2 500 chèvres, des ruches aussi. Et tous ces animaux contribuent à enrichir cette biodiversité parce qu'on n'a rien trouvé de plus doux pour entretenir notre territoire que la dent de nos animaux. Et chaque animal, on dit chez nous, il faut que nous ayons les 4 dents, puisque la brebis consomme l'herbe fine, la vache l'herbe un peu plus rustre, un peu plus dure, un peu plus ligneuse, le cheval avec des pousses même qui soient un petit peu branchus, etc. Et la chèvre, elle tient plutôt les ronces, les sureaux, etc. pour que la forêt ne gagne pas trop sur le pâturage. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a une biodiversité extrêmement reconnue, identifiée, très riche. On a l'habitude de dire chez nous que ce n'est pas seulement un écosystème, c'est un socio-écosystème. Nous disons que si on perd un berger, nous allons perdre de la biodiversité. Allez, pardon. Allez, Michoco. Allez, c'est bien, c'est Du coup, on a choisi de s'installer en agriculture biologique par principe, on va dire. On était déjà, avant qu'on soit agriculteur, on va dire consommateur de produits bio pour c'est bien fait sur la santé, sur l'environnement en général. Du coup, vu qu'on a eu l'occasion de s'installer et de mettre ça en pratique sur le point de vue agricole, on s'est dit on va se mettre, c'est logique pour nous de se mettre en agriculture bio. Et voilà, pour ne pas entre guillemets participer ou continuer à participer à la dégradation soit du sol, soit de l'air, soit de l'eau, en essayant d'avoir un impact le plus positif possible malgré que ça reste une activité humaine. Donc je sais pas si on peut dire que c'est positif sur plein de plans, mais voilà, vu qu'on a des outils et les moyens de le faire, essayer de le faire. Elles aiment bien venir ici pour manger ça. Tu vois, t'en trouves ici, t'en as pas trouvé là-bas. C'est pour ça qu'elles bougent. Elles mangent un peu de framboise aussi, là, sur le côté.
elles arrivent à trouver toujours quelque chose en fonction de leur envie et du temps aussi. Donc c'est ça qui est intéressant quand tu fais du lait de montagne et du fromage d'estive, c'est cette, comment dirais-je, cette différence de qualité de lait. Et pareil, dans une estive, le fromage il aura un goût, mais dans l'estive voisine, il va avoir un autre goût. Parce que la flore est différente dans une autre estive. Amener les brebis en estive, ça permet de libérer les prairies en bas et de casser un peu le cycle du parasitisme sur les parcelles de l'exploitation. Donc nous qui sommes en bio, ça va aussi limiter les traitements qu'on va pouvoir faire sur le parasitisme parce que c'est quand même une question assez importante sur les petits ruminants. Donc c'est pas le seul intérêt de la montagne, mais c'est en tout cas des intérêts partagés, je pense, en bio ou pas en bio. Ce sont des problématiques qui sont les mêmes pour tout le monde. On a les mêmes problématiques, surtout en brebis, surtout le parasitisme. C'est juste qu'on les gère différemment. Si tu veux, l'herbe à la montagne est très riche. Et après, c'est surtout aussi au niveau des insectes. Donc tu vois, plus elles sont embêtées par les mouches, tout ça, moins elles mangent bien. Et ça, en bas, ça a un impact. Après, bon, moi j'ai toujours été à la montagne, mais en bas, ça arrive qu'à un moment donné, les bêtes prennent le rythme de manger la nuit. Je sais qu'à l'époque, j'ai rencontré des vieux bergers qui m'ont raconté ça. Dans les Landes, ils ne sortaient les bêtes que le soir. Et ils rentraient le matin à 4h du matin. À cause des temps. Les temps surtout. Mais tu vois, nous ici, les bêtes qui restent en bas aussi. Puis tu vois, voilà, une poignée comme ça, à la montagne, c'est un carré comme ça dans le pré, quoi. Hein. Moi, j'ai vu des endroits à la montagne où t'as rien comme herbe. Et tu vois, les bêtes, elles sont comme ça. Elles bronchent pas, elles sont bien. Et tu te demandes qu'est-ce qu'elles mangent, quoi. L'herbe, elle est rase comme ça. Mais tu vois, t'es à 2000, à 2005. Et ça, elles adorent, tu vois, le chamois, tout ça, c'est ce qu'ils mangent aussi. Hein. Tu vois, dans les casses, ces petites herbes fines, elles sont très très riches, quoi. Ben, sur la fin, au début, berger, tu vois, j'étais quand même novice, donc. Puis j'ai appris avec les brebis laitières, j'ai eu un tuteur. Et à la fin, quand même, j'ai fini dans le Mercantour avec le loup. Tu vois, ça, j'ai vraiment vécu. J'étais en plein cette période du retour du loup. Donc petit à petit, on a entendu parler, c'est devenu concret. Après, avec une association de bergers, on a été voir des éleveurs qui avaient des attaques dans le Mercantour. C'était les premiers à se faire cartonner. Et ça, c'était vraiment très très fort. Hein. On a vu je me rappelle un gros gaillard, là, c'était deux frères, là, c'était les deux grands costauds. Il y en a un, à un moment donné, il a pleuré. La fatigue, l'émotion, tu vois, ils étaient en plein dedans, ils se faisaient taper. Alors ils savaient que c'était du loup, ils n'avaient pas le droit de tirer, ils y allaient avec les carabines, mais ils n'arrivaient pas à les choper. Voilà, ils se sont fait surprendre, tu vois, il y a des éleveurs, moi notamment l'éleveur pour qui je bossais, il a laissé sa santé, quoi. Tu vois, par le stress, il avait plein de problèmes après, tu vois. Parce qu'il s'est fait défoncer le troupeau, quoi. Au début, ils n'avaient pas de patou, ils n'avaient pas de protection. Puis c'était quartier libre, puis tu vois, là-bas, dans les Alpes du Sud, les brebis, c'était mené à l'élastique, tu vois, comme on dit ici, tu vois. Et c'est-à-dire, moi j'y allais le matin, je regardais les brebis s'il y avait eu une attaque ou quoi, et puis c'était terminé, j'avais fini la journée. Ah, ça veut dire quoi? Berger de nuit. Bah, déjà, moi je dirais pas que pour moi, c'est pas le métier de berger, quoi. On peut appeler ça berger d'appui, dans le sens où, si tu veux, tu as le berger qui lui travaille la journée, et quand il y a de la prédation, ça veut dire qu'il faut qu'il soit là aussi la nuit, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on met quelqu'un, que c'est un berger d'appui, qui lui joue ce rôle de surveiller la nuit, et la journée il ne travaille pas. Mais après on ne fait pas le travail de berger, on n'intervient pas sur les troupeaux. On ne va pas s'approcher d'un troupeau la nuit, on va plus l'effrayer qu'autre chose. On n'a pas besoin de chiens, c'est vraiment de la surveillance pour signaler les attaques et pouvoir arriver le plus tôt possible pour savoir si c'est des chiens errants, si c'est du loup, etc. Parce que bien sûr, si c'est du loup, c'est indemnisé, de l'ours aussi. Si c'est des chiens errants, c'est pas indemnisé, quoi. Voilà. Et après, si tu as les vautours qui passent, tu peux pas identifier les bêtes. Le matin à l'aube, les vautours, ils tombent direct sur les charognes.
Donc voilà, c'est un peu le but de... Après, c'est surtout pour calmer un peu les éleveurs, parce qu'ici c'est très rural. Donc dès que tu leur parles loup, et ils ont quand même une force, quoi, tu vois, vis-à-vis de la préfecture. Il y a eu des attaques de loups il y a maintenant 3 ans, sur Otakam. Là, ça a bardé, quoi. Et ils avaient pendu une brebis accrochée au rond-point et tout ça, tu vois. Ils ont manifesté plusieurs fois. Voilà, ben, ils ont fini par le tuer. Voilà. Ici, il y a 2 ans, il y a un ours qui nous a attaqué une brebis. Dans cet endroit-là où on se trouve. Non, j'étais à la cabane ce jour-là, en bas. Je l'ai vu le lendemain quand je suis monté. Il a mangé, ouais, en général, il les attaque, il chope, il arrive à attraper la plus faible et il la mange, ouais. Et les autres, il les laisse. Non, les autres, il les laisse après, il s'en fout des autres. Et une fois qu'il a mangé, il rentre chez lui, il repart. Mais les autres brebis sont affolées, quoi. Ouais, après, elles sont dispatchées partout, elles s'échappent en courant, quoi. On est maintenant dans une société qui est encore plus surprenante encore, parce qu'elle envoie à notre territoire et à nos pasteurs des injonctions contradictoires. Quand on dit, et on peut le comprendre, que des gens de la ville nous disent il faut protéger l'environnement, il faut protéger la biodiversité, faire attention aux gypaètes barbus, à l'euprocte qui est un petit triton, hein, à un desman des Pyrénées, tir à trompette qui est un marqueur de la qualité de l'eau quand il faut protéger l'aigle royal, enfin etc., ou le vautour fauve. Tout ça, nous le comprenons bien. Mais quand on veut nous imposer dans un lieu où le pastoralisme est encore très dense, des ours et des loups, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et alors, on est dans une situation aujourd'hui où cette injonction pour des gens qui viennent de la ville, qui ne comprennent pas que les bergers puissent être contre les ours et les loups, parce que justement, il y a des gens qui ont des intentions, qui disent mais écoutez, si on s'y prend bien, si on a des chiens patous, si on a des clôtures de protection, ça va bien se passer. C'est pas si vrai que ça. C'est pas vrai. Quand on est face à des prédateurs de cette nature, les prédateurs s'adaptent beaucoup à tout ce qu'ils rencontrent et ils restent prédateurs, voire des animaux donc dangereux, farouches, souvent malins, intelligents, mais dont il n'est pas facile de les gérer. Depuis 5 ans, ça devient un peu compliqué pour travailler. Les gens oublient que là où on est, c'est des propriétés privées, entre guillemets, et que c'est un lieu de travail, et se sentent tout permis, et presque à nous interdire de venir ici travailler, alors que ça fait des millions de millions d'années que ça existe. Quand je vais t'envoyer la facture, ça va coûter cher, et ton indemnité de stage, ça va le faire. Oh putain, pardon. Et c'est les médias. Oui. Et donc tu viens, Colline? T'es de la formation berger? Non. Moi j'étais prof de fromage. Maintenant j'en fais. T'étais prof de fromage? Oui. Ah ouais.
que ça va s'arrêter. Non? Je pense. Bon, après, il est con là, parce qu'après, c'est une bonne fille, ça va. Ah. Allez, go! T'en laisses jamais un au saloir ici, René Fromage? Hein? T'en laisses jamais un au saloir ici? Non? Donc il faut un coup Karcher demain. Ah Quand ouais. je vais nettoyer, on va mettre les, comment t'appelles, les, toutes les barrières. Ah oui, d'accord. Au printemps, on refait un coup Karcher tout javelisé. 8 jours après, ils ont la couleur. Ah ouais. C'est un sort de ça. Ah oui. Ah oui, bon, j'ai rempli. Et le problème qu'on rencontre, c'est que l'État nous oblige à avoir des patous, ces gros chiens blancs qui protègent les brebis à cause des loups et des ours. Et le problème, c'est que les gens ont peur des patous, se font attaquer quand ils n'ont pas le bon comportement à avoir. Puisque la montagne, c'est pas comme la plage, il y a des comportements à avoir, il y a une éducation à avoir. Il faut, la montagne, on dit qu'elle est à tout le monde, oui et non. La montagne, elle est aux personnes qui y travaillent depuis des milliers d'années. Nous, on loue et on paye des fermages pour venir ici. Et les gens pensent que c'est comme la plage, quoi, ici. Donc, depuis le Covid, ça devient un peu un problème, on va dire. Parce qu'il y a plus de gens qui viennent en montagne. Beaucoup de gens font du sport en montagne. Et quand on leur dit de ne pas traverser un coin où il y a des brebis en courant, parce qu'ils vont se faire attaquer par les patous, eh bien, eux ils s'en fichent, quoi. Ils préfèrent le chrono que les mollets, quoi. Et du coup ils se font niaquer. Et après ils portent plainte. Et après c'est l'éleveur et le berger qui est embêté. Donc ça devient un problème, ouais, c'est le tourisme. Avant ça allait parce qu'il n'y avait personne ne venait à la montagne l'été. À part les gens natifs des Pyrénées qui partaient ailleurs. Il y en avait quelques-uns qui venaient, mais c'était très restreint, quoi. On s'entendait, quoi. C'était des gens du pays. Donc le tourisme, la prédation, c'est les points négatifs, les points un peu sensibles de cette pratique, quoi. Après, on comprend que les gens veuillent se promener dans des paysages comme ça. Hein. Je comprends. Mais il y a des codes à savoir. Des manières de faire. Fermer une clôture derrière toi. Contourner un troupeau quand tu vois un troupeau. Ne pas caresser les chiens ou les vaches ou les brebis. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qu'il faut savoir. Les gens qui défendent l'environnement sont souvent des gens qui aiment aller dans nos montagnes, faire de la randonnée, faire du VTT, faire de l'escalade, voilà, enfin, vous voyez tout ce que on peut imaginer. Et ces gens de montagne sont des gens qui sont, comme l'on dit, écologistes. Et là, tout d'un coup, en voulant protéger l'environnement, ça se retourne contre eux, parce que le prédateur étant là, on met des chiens de protection, et puis après on crée des zones d'interdit, et là, au bout d'un moment, ils se retrouvent eux-mêmes sous la contrainte. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître des gens très écolo-sensibles arriver dans notre territoire, et quand ils y vivent quelque temps, ou même qui deviennent bergers pour certains, il y a des jeunes qui sont dans ce cas-là, je pense à certains, ou encore qui sont tout simplement des pratiquants de nos montagnes, eh bien ils s'aperçoivent qu'il y a un hiatus et qu'on n'a peut-être pas pris le problème par le bon bout.
Alors la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui est normal quand on a des grandes concentrations humaines ou industrielles, ou on peut le dire de toute façon, pour protéger l'air, pour protéger l'eau, etc. Là, il est normal qu'il faille des règlements, des interdits, des ceci, des cela, etc. Mais quand on est sur un territoire comme le nôtre, qui est un territoire en bonne santé, les gens d'ici ne comprennent pas qu'on en parle de protection. Parce que s'il y a protection, c'est qu'il y a agression. Et s'il y a agression, l'agresseur, on pourrait très vite comprendre que ce sont nous, les gens du territoire. Alors qu'en fait, nous sommes les artisans de cette biodiversité. Et en fait, on est dans une situation où on veut mettre les territoires sous contrainte. Et la contrainte, on n'y arrivera pas, comme ça, à protéger l'environnement et à faire de l'environnement sous la contrainte. Pourquoi ? Parce que pour nous, les choses doivent être simples. La prise en charge de l'environnement, de notre biodiversité, de notre qualité d'air, notre qualité d'eau, ne doivent se faire que par des actes volontaires, je dirais même plus, des actes d'amour. On a toujours besoin de conseils des autres, etc. Mais je pense qu'il faut encourager les gens à bien faire et non les contraindre à leur interdire des choses sur leur propre territoire. Parce que là, c'est pas bien et ça marche pas. C'est contre-productif même. Donc il faudrait que nous changions un peu ce paradigme et que les gens qui veulent de la qualité naturelle comprennent comment fonctionnent les territoires, comment cette biodiversité reste, s'enrichit, se maintient. Voilà.